Tout le monde, je vous présente Dr. Jessie Shapiro, professeure agrégée du département de sciences biologiques de l'Université de Montréal pour notre webinaire du module 1. Donc, bonjour Jessie. Bonjour, merci Amanda, ça fait plaisir d'être ici. J'ai un rhume qui est normal pour le mois de décembre et qui est approprié pour ma présentation sur les maladies infectieuses, et c'est mieux quand même de faire ça de manière virtuelle, Internet, parce que je ne vais pas transmettre mes microbes à personne. Alors, voilà, je vais commencer. Je vais partager mon écran et commencer la présentation. Alors, je me présente, je m'appelle Jessie Shapiro, je suis prof en sciences biologiques à l'Université de Montréal. Voici mon laboratoire. On est plusieurs étudiants gradués. Oh, attends, est-ce que vous voyez... Non, ce n'est pas. Ah, ok. Screen sharing has failed. Je vais essayer ça encore. Voilà. Ok, là ça marche. Ok, voilà. Ok. Est-ce que vous voyez mes diapos? Ok, parfait. Ok. Bon, alors, ça c'est une photo de moi avec mon laboratoire. On est plusieurs étudiants gradués, chercheurs postdoctoraux et étudiants au premier cycle à l'UDM. C'est nous à la station de biologie des Laurentides de Montréal. Et dans notre laboratoire, on s'intéresse dans l'évolution et l'écologie. Et quand vous pensez à l'évolution et l'écologie, on pense souvent aux plantes et aux animaux, des macro-organismes qu'on peut observer facilement. Mais dans notre laboratoire, on s'intéresse particulièrement dans l'évolution et l'écologie des microbes, c'est-à-dire des bactéries et des virus qui sont invisibles, sauf sous le microscope, mais qui engagent dans nombreuses interactions les uns avec les autres et avec les plantes et les animaux qui ont des virus qui les infectent, qui échangent des gènes entre eux, donc qui sont très dynamiques en ce qui concerne leur évolution et leur écologie. Et notre outil principal, c'est le séquençage d'ADN. Alors, au lieu d'utiliser des microscopes, on séquence beaucoup de nucléotides A, T, C et G dans leur génome et même dans leur métagénome, c'est-à-dire tout l'ADN dans un environnement, pour essayer d'apprendre quelque chose et faire des inférences sur leur évolution et leur écologie. Alors, ça, c'est un de nos outils principaux, c'est le séquenceur MiSeq. Je ne vais pas vous expliquer toute la chimie qui le fait fonctionner, mais ça produit des millions, même des milliards de séquences d'ADN dans à peu près une journée. Donc, très rapidement, on est capable de produire beaucoup de séquences. Et par exemple, on peut utiliser cet instrument-là pour... OK, voilà. Pour séquencer, par exemple, une population de virus dans un seul individu. Alors, par exemple, mettons qu'il y a une personne qui est infectée par un virus, mais il y a des mutants dans cette population de virus. Alors, ils sont indiqués ici en bleu. Si on séquence tout le pool d'ADN représenté par ces virus et on les aligne, ce qui est indiqué ici, alors tous nos reads, des lectures d'ADN, sont presque tous les mêmes, sauf ici, on observe à une position dans le génome
une mutation où un nucléotide T est remplacé par un C. Donc, on est capable d'inférer la présence des mutants dans cette population de virus en observant ces mutations avec le séquençage à très haut débit, qui est beaucoup de séquences de cette position dans le génome. Un des microbes qu'on étudie principalement dans mon labo, c'est le choléra. Alors, vous avez probablement entendu parler du choléra. C'est une bactérie qui est parmi nous, les êtres humains, depuis des milliers d'années. Et on parle de ça souvent comme une maladie de l'Antiquité, mais c'est une maladie qui est courante. Alors, voici deux articles qui datent de 2017. Il y a une épidémie de choléra au Yémen, qui est une des pires dans l'histoire. Alors, 1 million de personnes infectées, des milliers de morts à cause du choléra. C'est une maladie qui existe presque tout le temps au Bangladesh, en Haïti, après le tremblement de terre, presque n'importe où au monde où l'accès à l'eau potable est restreint. Okay? Donc, c'est une bactérie qui habite dans les milieux aquatiques, mais qui peut aussi coloniser l'intestin de l'être humain. Alors, voici une illustration un peu d'une population de la bactérie Vibrio cholera. C'est un peu général, donc on peut considérer que c'est le choléra ou il y a d'autres bactéries qui ont un style de vie similaire, c'est-à-dire des grandes populations de bactéries qui habitent dans l'environnement, mais certaines clones de ces bactéries sont adaptés et sont capables d'infecter les êtres humains. Et ce que nous faisons dans notre laboratoire, comme j'avais dit, c'est qu'on prend des échantillons, des isolats de choléra, on fait une extraction de leur ADN, on séquence leur génome pour identifier des mutations. Ici, j'illustre les mutations comme des petits X, et on va utiliser ces mutations pour inférer un arbre phylogénétique, c'est-à-dire une généalogie qui nous raconte l'histoire évolutive de ces bactéries-là. Et on est capable, par exemple, d'identifier des mutations comme celui-là en rouge qui sont peut-être importants dans l'évolution de la souche pandémique du choléra. Okay? Donc, celui-là, cette partie de l'arbre indiquée en rouge qui est capable d'infecter des êtres humains. Alors, on peut considérer que pour la plupart de l'histoire évolutive du choléra, c'est une bactérie qui passe la plupart de son temps dans l'environnement, c'est-à-dire dans les milieux aquatiques, marines, côtières, et qui s'attache aux zooplanctons, aux petits arthropodes, des petits invertébrés dans l'eau, qui forment des biofilms et qui sont plus ou moins contents d'habiter là dans l'environnement. Mais comme j'avais dit, il y a une souche pandémique en particulier du choléra qui est bien adaptée pour coloniser l'intestin de l'être humain, qui effectivement qui utilise l'intestin humain comme un amplificateur, qui produit des milliards et des milliards de cellules de choléra et qui cause la diarrhée et la déshydratation sévère. Donc, quand les personnes meurent du choléra, c'est à cause d'une perte d'eau, une déshydratation sévère. Le choléra est transmis soit de nouveau dans le milieu aquatique, dans l'environnement, soit aux autres personnes qui vont être infectées. Ce que nous faisons présentement dans mon laboratoire, en fait, c'est d'étudier l'évolution du Vibrio cholerae, la bactérie qui cause la choléra, aux échelles temporelles très, très récentes, c'est-à-dire à travers 1 ou 2 journées
d'infection dans un être humain pour voir est-ce qu'il y a des mutations, est-ce qu'il y a de l'adaptation qui se passe vraiment sur les échelles temporelles très courtes. Normalement, quand on parle d'évolution, on pense aux échelles de temps des millions, des milliards d'années. Mais là, on s'intéresse vraiment à l'évolution en temps réel. Et ce que nous observons, c'est que souvent, les adaptations du coléré, c'est-à-dire les mutations qui sont bénéfiques au sein d'un individu sur des échelles de temps de quelques jours, sont pas les mêmes qui sont adaptatifs à long terme dans l'environnement. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire par ça avec quelques exemples. Alors, première question, quelle est la probabilité d'observer l'évolution au sein des patients? Alors, observer l'évolution, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable d'observer des mutations? Cette probabilité va être dépendante du taux de mutation, c'est-à-dire quand l'ADN se réplique, c'est quoi le taux d'erreur qui va causer des mutations, et l'échelle temporelle, c'est-à-dire avec beaucoup de temps, il va y avoir assez de temps pour avoir des mutations qui vont se produire. Moins de temps pour avoir des mutations. Dans le contexte des virus et des bactéries, on sait que des virus ont des taux de mutation plus élevés que des bactéries et que les infections chroniques, c'est-à-dire qui durent plus longtemps, vont avoir plus de temps pour générer des mutations que des infections aiguës telles que le choléra qui durent que quelques jours. Alors, on sait que les virus qui causent des infections chroniques, comme le VIH et le virus de l'hépatite C, ont des taux d'évolution qui sont observables dans des individus. On sait qu'il va y avoir des mutations où le virus va s'évader, va s'échapper du système immunitaire humain, par exemple. Même chose avec des bactéries, donc des burkholderia dans les poumons des patients avec la fibrose kystique, les bactérioïdes qui ne sont pas des pathogènes, mais sont des bactéries qui habitent dans les intestins des personnes en bonne santé, on peut observer que oui, ils sont en train d'évoluer en temps réel durant la vie d'une personne. Durant mes études postdoctorales, j'ai travaillé un peu sur les virus Ebola, que vous avez certainement entendu parler. C'est un virus, une fièvre hémorragique avec des très hauts taux de mortalité, mais c'est encore une infection aiguë qui ne dure pas longtemps. Même chose avec le virus Lassa. Et on a observé qu'avec ces deux virus-là, même si c'est une infection qui ne dure pas longtemps, les taux de mutation sont assez rapides quand on est capable d'observer l'adaptation de ces virus-là durant juste quelques jours d'infection. Le choléra, c'est une bactérie, donc c'est-à-dire que les taux de mutation sont assez faibles et infection qui ne dure pas longtemps. Alors, on se demandait, est-ce que pour lui aussi, est-ce que c'est possible d'observer l'évolution qui se passe vraiment au sein d'un patient? Alors, avant de répondre à cette question-là, je vais vous présenter les phages. Alors, les phages, ce sont des virus qui infectent des bactéries. Alors, comme vous savez, je pense que vous avez probablement vu en cours, les bactéries sont des organismes cellulaires qui sont capables de se répliquer, qui sont autosuffisants. Les virus ont besoin d'une cellule pour se répliquer. Et donc, les phages sont simplement des virus qui infectent des bactéries qui dépendent des cellules bactériennes pour leur réplication. Et le choléra, comme presque toutes les bactéries, ont des phages spécifiques qui vont l'infecter et qui vont effectivement le tuer. Alors ici, je vais vous raconter en pas trop de détails les résultats d'un article que j'ai publié avec des collaborateurs à Boston. Et avec une combinaison de séquençage d'ADN et d'expérience, on a inféré
un scénario suivant d'une personne infectée par le choléra. Alors, on a inféré que cette personne a été infectée par une souche de choléra, donc c'est la bactérie qui est illustrée ici en gris, avec un phage, donc un virus qui est capable d'infecter la bactérie en rouge. Alors, initialement, les bactéries sont susceptibles au virus. Okay? Donc, le virus se propage, il se réplique, il tue les bactéries. Ça impose une pression de sélection forte sur la bactérie qui fait que quand une mutation aléatoire, okay? Donc c'est juste un changement d'un paire de base dans le génome du bactérie, ça va changer une protéine sur la surface de la bactérie, qui est illustrée ici en vert, qui fait que le phage n'est plus capable de se lier à la surface de la bactérie et de la tuer. Alors, cette mutation va être sous une sélection positive, c'est-à-dire que c'est très bénéfique parce qu'il est capable de survivre et les phages ne sont pas capables de l'infecter. Alors là, les phages vont commencer à disparaître et il y aura peut-être des mutations de réversion, okay? Donc des cellules illustrées ici avec des surfaces noires parce qu'il y a moins de phages. Ce qui nous a intéressé, c'est que le mutant qui est résistant aux phages n'est plus capable de transmettre aux autres personnes. C'est-à-dire qu'il faut une mutation de réversion pour compléter le cycle de vie de la bactérie. Dans la terminologie de la biologie évolutive, on appelle ça un compromis. C'est-à-dire qu'un mutant qui est très adaptatif au sein d'un patient, okay, parce qu'il faut avoir cette mutation pour survivre l'attaque des phages, n'est pas adaptatif au long terme parce que ça change quelque chose sur la surface de la bactérie qui fait qu'il n'est pas capable de se coller, de se lier à l'intestin humain et de propager l'infection, de transmettre aux autres personnes. Alors, c'est juste un exemple de ce que les genres d'études que nous faisons dans notre recherche pour comprendre l'évolution des pathogènes au sein des patients et comment ça peut affecter la transmission et l'évolution à plus long terme. Alors, c'est tout ce que j'avais comme présentation et je serai content de discuter et de répondre aux questions. OK. Donc, je vais commencer avec l'élève Julie qui voulait savoir, est-ce qu'il y a déjà une épidémie qui maintenant, mais qui n'existe plus? Excuse. Une épidémie qu'il y avait avant, mais qui n'existe plus. Excusez, j'ai juste mal, ça a coupé un petit peu. Donc, elle veut savoir s'il y a une épidémie qui existait avant, paru aujourd'hui. Okay. L'exemple le plus connu, je dirais, c'est le smallpox. Je sais pas comment on dit ça en français. La variole. La variole, okay, où un vaccin a été développé. Et là, on considère que ce virus-là n'existe plus. Je pense qu'il y a un souche dans un congélateur aux États-Unis et un autre en Russie. Mais on considère que c'est une épidémie qui n'existe plus. Où les campagnes de vaccination ont été tellement efficaces que c'est un pathogène qui a été éradiqué. Il y a d'autres où c'est presque le polio, par exemple. En Amérique du Nord, ça n'existe plus, mais ça dépend vraiment de la vaccination. Par exemple, au Pakistan,
ils essaient vraiment de faire des campagnes de vaccination pour éradiquer le polio, mais ça dépend vraiment des habitudes des personnes. Et si les gens sont d'accord de se faire vacciner et de faire vacciner leurs enfants, alors ça dépend vraiment de la santé publique et jusqu'à quel point les gens ont confiance dans les vaccins et dans les médecins. Alors, oui, il y a des exemples et ça dépend vraiment de la bactérie ou le virus jusqu'à quel point cette pathogène est capable d'évoluer assez rapidement pour évader le système immunitaire. Alors, un autre exemple, c'est l'influenza. Alors, chaque année, il y a un nouvel vaccin pour la grippe saisonnière, mais c'est, comme vous le savez tous probablement, les vaccins ont une certaine efficacité, mais ça dépend s'il y a un bon, si le vaccin est un bon match pour le virus de cette année, parce que c'est un virus qui continue d'évoluer très rapidement. Donc, c'est comme un course entre les scientifiques et le virus qui continue à muter et à changer. Donc, ça dépend un peu de la pathogène. OK. Merci. Est-ce que tous les virus et les bactéries pourraient créer une épidémie? Une très bonne question. Alors, c'est dans l'exemple du choléra, par exemple. Il y a énormément de diversité génétique de souches de choléra qui habitent dans les océans. Donc, tu peux aller pas loin d'ici sur l'estuaire du Saint-Laurent, la côte de New Hampshire aux États-Unis. Tu peux trouver du choléra, mais ils ne sont pas des souches pandémiques. Ils sont des souches qui peut-être, si tu vas ingérer de l'eau qui contient ce choléra, peut-être tu aurais un peu mal au ventre, mais ça ne mène pas à une épidémie. Donc, la souche du choléra qui est vraiment pandémique, c'est une souche qui a une combinaison de gènes qui codent pour des facteurs de virulence. Donc, il faut avoir plusieurs adaptations pour être, entre guillemets, un pathogène avec un potentiel pandémique. Alors, c'est une question de recherche active. Donc, moi, je travaille sur ça. Il y a d'autres groupes de recherche qui essaient de comprendre quelles sont les adaptations, quels sont les gènes qui font que certaines bactéries ou certains virus ont ce potentiel pandémique, mais certains ne l'ont pas. Alors, ça dépend des facteurs de virulence dans la bactérie et ça dépend aussi au mode de transmission aussi. Donc, si c'est une bactérie qui est capable d'être transmise de personne à personne ou qui va avoir un vecteur comme une moustique, comme le paludisme ou le virus dengue qui est transmis par moustique. Il y a beaucoup de facteurs génétiques du pathogène, mais aussi environnemental, genre le mode de transmission, même le comportement des personnes, les réseaux de contact qui vont déterminer la probabilité d'une pandémie. Donc, la réponse, c'est ça dépend. Et c'est compliqué. C'est vraiment un sujet de recherche très actif. OK, merci. Donc, quand tu parles d'une souche pandémique, est-ce qu'il y a une façon de connaître à l'avant, comme il faut toujours faire le séquençage pour savoir si c'est une souche pandémique ou non? Ben, oui, alors là, pour le choléra, c'est bien, jusqu'à date, on sait qu'il y a juste une souche pandémique qui a été identifiée. Donc, à chaque fois qu'il y a une pandémie en Haïti, au Yémen, on fait le séquençage et à chaque fois, c'est la même souche. Donc, c'est pas nécessairement identique, mais ça fait partie du même lignée.
dans la phylogénie, okay? Donc, ça fait partie comme du même famille. Alors là, c'est une bonne application de diagnostic, c'est-à-dire que si on séquence un génome, on est capable de le comparer aux autres génomes qu'on a déjà séquencés pour identifier, oui, c'est la même chose. Donc là, c'est en mode diagnostic. Ce qui est plus difficile, c'est en mode prédictif de savoir c'est quoi le potentiel d'une nouvelle souche qu'on observe pour la première fois. Est-ce qu'il a un potentiel de créer une pandémie? Là, comme je disais, c'est beaucoup plus difficile et on essaie d'identifier des gènes qui codent pour des toxines, des facteurs de virulence qui nous donneraient des indices que, OK, oui, peut-être c'est quelque chose qui aura le potentiel de causer la maladie, mais ça dépend aussi tellement d'autres facteurs environnementaux que c'est très difficile de prédire si un nouveau virus, un nouveau bactérie qu'on observe pour la première fois, est-ce que ça pose un risque ou non? C'est très difficile de prédire. OK. Donc, pour accord que les virus, j'ai perdu que c'est fait. Les vaccins qu'on a, c'est pour des souches qui ont été identifiées comme souches pandémiques. Oui, c'est ça. Alors, pour l'influenza, par exemple, les vaccins sont basés sur les souches d'influenza qui ont été observées récemment. Donc, c'est basé sur les souches les plus récentes. Alors, c'est comme notre meilleur pari de la trajectoire de l'évolution, mais on ne sait pas quelles mutations vont arriver dans le futur. On essaie de prédire c'est quoi la souche la plus prévalente, mais des fois, il y a des facteurs aléatoires, il y a des mutations qui se passent qui font que le vaccin n'est pas nécessairement très efficace. C'est la même chose avec le choléra. Il existe un vaccin pour le choléra, mais c'est à peu près, il y a un taux de protection d'à peu près 50%, et ça ne dure pas longtemps. Ça dure peut-être 2 ans, et puis après, il faut être revacciné. Donc, il y a des vaccins qui sont très efficaces et qui sont pour la vie, mais d'autres, il faut continuer à développer de nouveaux vaccins pour protéger contre des virus et des bactéries qui continuent à évoluer et à changer. OK. Donc pour l'évolution, quand on parle généralement d'évolution, on pense toujours des milliers d'années, mais pour des bactéries, des virus, comment vite est-ce qu'on parle vraiment d'évolution? Oui, comme je disais, on parle, à chaque fois qu'on regarde des échelles temporelles de plus en plus fines, où on dit « Oh non, c'est pas possible qu'il y aura de l'évolution », on trouve que oui, en fait, il y a de l'évolution. Alors même pour le choléra, où on parle peut-être d'une journée d'infection dans une personne, et oui, on observe des mutations. Et je pense qu'il y a deux facteurs importants. Donc, un facteur, c'est la taille de la population. Alors, les êtres humains, on est 7 milliards de personnes sur Terre. Il peut facilement avoir des milliards d'individus de cellules de choléra dans une seule personne. Alors, ça veut dire que même si le taux de mutation est faible, avec tellement d'individus, il est probable qu'il y aura un individu qui aura une certaine mutation qui va être adaptative, donc qui va conférer la résistance à un phage ou qui va conférer la résistance aux antibiotiques.
Donc, c'est une combinaison de très grandes populations où, juste aléatoirement, on va observer beaucoup de mutations et des tons de génération pour le choléra, pour E. coli. On parle une réplication à tous les 20 minutes, peut-être une réplication par heure. Alors, en fait, dans une journée, il y a beaucoup de générations et il y a beaucoup de mutations qui sont explorées. Alors, ça fait que quand il y a une pression de sélection, il y a potentiellement une évolution très rapide. En plus, j'ai pas vraiment parlé, je parlais plutôt de mutations ponctuelles, c'est-à-dire le changement d'un paire de bases durant la réplication d'ADN, des erreurs de réplication. J'ai pas beaucoup parlé de transfert de gènes. Et là, c'est une mode d'évolution qui est très rapide, c'est-à-dire que on peut avoir deux espèces de bactéries ou deux cellules de deux espèces différentes et ils peuvent échanger des gènes sur des plasmides ou juste de l'ADN dans l'environnement. Et c'est un mode, par exemple, d'acquisition de gènes de résistance aux antibiotiques. Et ça peut se passer très rapidement, même ça n'a pas besoin d'une division cellulaire. C'est juste une cellule peut accepter un nouveau gène. Et si c'est adaptatif, c'est-à-dire s'il y a des antibiotiques dans l'environnement, c'est-à-dire que c'est très utile d'avoir un gène de résistance, avec cette gène de résistance va augmenter en fréquence dans la population très rapidement. Alors, on parle facilement de jours, même d'heures, on peut observer l'évolution des microbes. Ça passe vite, hein? Puis, Julie, êtes-vous d'accord? Quelle sorte de cours est-ce que tu dois prendre pour entrer dans le domaine de la microbiologie? Ça coupait un peu, mais si j'ai bien entendu, quelle sorte de cours est-ce qu'il faut prendre pour entrer dans la domaine? Oui, de microbiologie. Les cours. Alors, par exemple, je pense qu'il y a moi, j'étudie la microbiologie, mais j'ai fait mes études de premier cycle en biologie. Alors, c'était comme à fur et à mesure durant mes études graduées que j'ai vraiment passé dans la microbiologie. Donc, il existe des programmes au premier cycle en microbiologie, par exemple à l'Université de Montréal, à McGill, en Ontario. Je pense que c'est un domaine qui est assez, mettons, transdisciplinaire. Par exemple, dans ma recherche, je fais beaucoup de génomique. Alors là, il y a aussi beaucoup d'informatique, de bioinformatique, parce que nos données sont des séquences de génome, des séquences ATCG fois 1 million, 2 millions, fois des centaines d'échantillons. Alors, c'est des méthodes computationnelles pour analyser ces données-là. Alors, je pense que des cours, certainement des cours en biologie, en génétique, spécialisés en microbio, c'est bien, mais en fait, je pense que beaucoup à cause de la nature des données génomiques, des cours en informatique, c'est très utile aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de façons de rentrer dans le domaine, mais il n'y a pas juste un seul sentier. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu aux questions. Je suis pas très, si vous parlez de cours en école secondaire, je suis pas trop familier avec les options, mais je pense que les cours de sciences, en biologie, chimie, si c'est disponible en informatique, en maths et stats, c'est utile, mais je pense pas que c'est nécessaire. Okay. Puis, je sais pas si... de carrière, est-ce qu'il y a vraiment possible, quand on commence à parler de l'étude de biologie,
microbes ou de bactéries, de virus? En université, en recherche, professeur, c'est pas pour tout le monde, mais bien sûr, dans des hôpitaux, donc des microbiologistes des patients vont venir en hôpital pour faire la culture, pour identifier des bactéries, voir s'ils sont résistants aux antibiotiques, etc. Donc, pour faire des diagnoses. En santé publique, donc je sais qu'au Québec, en Ontario aussi, il y a des instituts de santé publique qui vont, en fait, de plus en plus vont utiliser des données de séquençage pour identifier des bactéries et des virus et pour faire le monitoring de leur propagation. Et, donc, oui, certainement en hôpitaux, en santé publique, en recherche, en université. Ouais, même en biotechnologie aussi, il y a des compagnies qui vont, par exemple, oui, qui vont développer de nouveaux antibiotiques. De plus en plus, vous avez sûrement entendu parler du microbiome et l'importance des bactéries, pas des pathogènes, mais des bactéries commensales qui sont bénéfiques. Donc, il y a des compagnies qui essaient de produire des probiotiques, comme vous avez peut-être vu aux pharmacies BioK. C'est comme un yogourt concentré. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point ça marche vraiment, mais c'est supposé d'avoir des bénéfices pour la santé. Donc, il y a des compagnies probiotiques. Donc, je pense que c'est assez diversifié, en fait, les sortes de carrières. OK. Donc, je vous remercie beaucoup, Dr. Shapiro, pour ton temps, puis de venir nous parler de ta recherche aussi. Ça fait plaisir.